La France dans tous ses états. Comment réagissez-vous lorsqu'on vous parle avec condescendance? Vous savez, les agriculteurs, je les connais bien. C'est une colère qui vient de loin aussi. Il faut la mesurer, il faut la comprendre. On va tous crever avec cette ministre. Il illustre tellement ce que vous êtes, des petits scrogneux de rien du tout, là. Je dis d'abord, pas de violence. On arrachera des routes, on fera sauter les pôles, c'est pas un problème. Ça va finir au bout des cordes, tout ça. Je travaille avec eux depuis tant d'années. Si elle nous y pousse, on lui fera. La vie de chacun à l'apaisement, à l'approche de Noël. Stop, stop, arrêtons ce carnage de l'abattage total. C'est fou, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio en ce lundi 22 décembre 2025, il est midi 4. Vous êtes avec Perico Légas, soutenu, encouragé par Maud Koffler, sous le contrôle technique de Julien Delmas qui ne laisse pas passer le moindre mauvais son. Et nous avons Aude Saint-Hilaire qui attend vos appels au 0826 300 300 pour recueillir vos pertinentes questions qu'elle transmettra à nos invités ou à nous-mêmes. Voilà, mais enfin en tout cas, vous êtes chez vous lundi 22 décembre, appelez-nous, dites-nous ce que vous pensez. Je suis sûr qu'en cette fin d'année, vous avez plein de choses à nous raconter, plein de questions à poser. Alors, est-ce que les agriculteurs qui semblent lâcher prise, faut-il encore tenir tête au gouvernement ou passer plutôt au dialogue sur toujours cette question de l'abattage systématique des troupeaux? On en discute tout à l'heure avec Lionel Candlon, qui est le président de la Confédération rurale du Gers. Vous savez, le bonheur est dans le Gers, et bien là, c'est la Confédération rurale qui est dans le Gers. Connaissez-vous le CBD, le cannabidiol, ce déstressant qui est un dérivé du cannabis, mais sans effet stupéfiant, bien entendu? Il est au cœur d'une polémique puisque la loi de finances 2026 va le taxer lourdement, lui imposant une nouvelle réglementation, une nouvelle forme de production très restrictive. Et nous en discuterons avec monsieur Pierre Maclean, qui est le président de on peut dire la Fédération des producteurs de CBD, qui dira son inquiétude. Des vendeurs de CBD, voilà, pas de producteurs, des vendeurs, voilà. Faut-il interdire le voile des jeunes filles, faut-il interdire le voilement des jeunes filles mineures? Eh bien, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, lui dit la laïcité ne peut être une police des consciences. On discutera avec lui, élu communiste des Hauts-de-Seine, sénateur, voilà. Il remet pas en cause la laïcité, mais il a une approche un peu personnelle, une lecture très très spéciale. On discutera avec lui et d'autres thèmes en tant que sénateur communiste. Voilà, nous serons appelés à lui parler d'agriculture, parler de budget, parler sociétés françaises. Voilà, c'est quelqu'un de passionnant. C'est un archéologue, spécialiste de la Gaule gallo-romaine, et on aura de quoi discuter avec lui. On dilapide notre patrimoine culturel en douce. Une célèbre toile de Gustave Courbet, le Désespéré, a été finalement vendue au Qatar alors que normalement ça devait pas se faire. Eh ben pas d'accord, voilà. Les Chinois sont-ils en train de rapter nos vins de Bourgogne aussi? On va s'intéresser à cette question. Maud Koffler nous racontera. Alors, qui se souvient de Belphégor, ce personnage télévisé des années 60? En fait, c'était Juliette Gréco qui était déguisée en espèce de fantôme qui est hanté dans les couloirs du Louvre. Eh bien, il y a quelqu'un qui a volé la vaisselle de l'Élysée. Maud Koffler nous racontera ça. Elle nous parlera également de, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Christian Estrosi. Il était à la tribune de son conseil municipal et il a fait une espèce de mimique avec des sons. Enfin, c'était extraordinaire. On aurait dit une scène comme ça de théâtre japonais. On a pu sauver l'appartement de Jacques Prévert, celui de Boris Vian, menacé par l'agrandissement du Moulin Rouge, parce que le Moulin Rouge a besoin de réhabiliter la salle Mistinguett. Et finalement, grâce à l'intervention de Madame Dati, et une conciliation a pu être obtenue entre la petite fille de Jacques Prévert et la direction du Moulin Rouge. Et puis enfin, on vous expliquera pourquoi consommer des fromages au lait cru un peu gras, eh bien, c'est bon pour les vieux. On vous donnera le détail. C'est pas une vérité totalement scientifique, mais une étude a prouvé que voilà, les personnes âgées qui mangent beaucoup, raisonnablement, quand je dis beaucoup en qualité, raisonnablement, échappent peut-être à la maladie d'Alzheimer. Voilà tout ce qu'on a à vous raconter et voilà tout ce qui peut susciter chez vous l'intérêt et de poser des questions au 0826 300 300. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Oh, juste une humeur pas méchante, mais nous avons le président de la République, chef des armées, qui très légitimement nous a annoncé le lancement d'un programme pour la fabrication, la création d'un nouveau porte-avions.
On sait que nous avons le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle, c'est terrible parce qu'on n'en a jamais entendu parler, jamais pour des opérations de grande performance. On l'a entendu parler pour ses pannes techniques, le gouvernail, les hélices. Voilà, bon, et il a un certain âge. On se réjouit qu'il ait jamais eu à servir sur le théâtre des opérations s'il y avait eu une guerre, mais voilà, c'était plutôt un porte-avions à problème. Et là, le président de la République nous annonce que pour 2038, il y aura un nouveau porte-avions français dont on ne connaît pas le nom. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui circulent dans les milieux autorisés. On s'est dit qu'il fallait lui donner un nom de femme, évidemment, parce que c'est la tendance. Alors, on a pensé à Simone Veil, le porte-avions Simone Veil. En même temps, Simone Veil n'était pas quelqu'un de belliqueux ni de belliciste, donc ça serait un peu controversé. On a pensé à François Mitterrand, parce que voilà, François Mitterrand est celui qui avait donné le nom de Charles de Gaulle au précédent porte-avions. Et puis, écoutez, pendant qu'on est là, pourquoi pas, Maud Koffler m'a dit, pourquoi pas Georges Pompidou? Ça serait pas mal non plus. J'ai dit ça, moi. Non, mais vous auriez pu le dire. D'accord. Non, mais si on cherche des noms historiques de chefs d'État ou de grandes personnalités pour baptiser ce porte-avions, non, mon humeur vient du fait que le budget n'est pas voté. La situation financière de la France est absolument catastrophique, chaotique. Le président de la République s'en va dans 1 an et demi, en 2027. Alors c'est vrai que c'est son rôle d'annoncer, mais on sent un peu l'effet d'annonce 2038 dans le genre, je serai peut-être encore là. Vous voyez, je suis là et le porte-avions qui prendra les flots, qu'on mettra sur les flots en 2038, il aura été initié par moi. Voilà, on a l'impression qu'il veut se mettre en avant comme s'il avait du mal à tourner la page, une page qu'il va devoir tourner l'année prochaine. C'est pas pour ça qu'il sera pas candidat en 2032. Mais enfin, on sent une projection assez insolite. Alors, un porte-avions, oui, bien sûr. Alors, les militaires ont toujours dit il faut 2 porte-avions pour être efficace. Là, on en a qu'un. On en a 2. En même temps, c'est une arme fragile. Ça coûte énormément. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Est-ce que c'est très important qu'il y ait un deuxième porte-avions? Est-ce que ça sera bien l'arme nécessaire, stratégique et tactique en 2038 par rapport aux enjeux internationaux? Voilà. Enfin, on sent que le président de la République s'est fait plaisir. Et puis bon, après tout, si c'est pour les gloires de la France, nous signons dès demain et avec le cœur. Vous vous souvenez de la blague Charles de Gaulle pour le porte-avions, François Hollande pour le pédalo ou pas? Voilà, oui, je voulais juste le rappeler parce que je trouvais ça quand même assez drôle. Je n'ai pas osé la faire à l'antenne. Mais on a tous pensé très fort. Ma chère Maud, vous êtes précieuse à cette émission. Merci pour cette intervention. Merci à vous. Les agriculteurs ne cèdent pas, ne flanchent pas. Les mobilisations continuent aujourd'hui. On en parle avec Lionel Candelon dans un instant. N'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le fait du jour. Malgré les annonces du gouvernement vendredi soir sur la dermatose nodulaire contagieuse et le report de la signature du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays de Mercosur, la mobilisation des agriculteurs se poursuit mais semble avoir baissé d'intensité ces dernières heures. Après les affrontements impressionnants à Bruxelles devant le Parlement européen, les agriculteurs croient-ils encore en l'Europe, en la France? On en parle avec le président de la Chambre d'agriculture du Gers, Lionel Candelon. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Lionel Candelon, merci d'être sur Sud Radio. Oui, comme le dit Maud Koffler, la mobilisation a été massive, la colère et la détresse est indéniable. Le gouvernement semble dépassé. Il y a toujours cette question de l'abattage systématique. Est-ce que la coordination rurale, vous présidez la Chambre d'agriculture du Gers, qui est une des conquêtes électorales, des 11 chambres d'agriculture qui sont passées de la FNSEA à la coordination rurale, est-ce que votre détermination reste la même face au gouvernement ou est-ce que vous pensez que le moment est venu rentrer un petit peu dans une forme de dialogue et de négociation? Non, il n'y a aucune négociation. Ils n'ont pas négocié avec nous en Ariège le 11 décembre dernier, donc on ne va pas négocier avec eux. Nous avons demandé une seule chose, c'est l'arrêt de l'abattage systématique avec un protocole présenté au ministère. Et donc, tant qu'on n'a pas ça, on reste mobilisé. On a encore largué une quinzaine de bennes hier soir sur un crédit agricole régional qui n'est plus là non plus pour les agriculteurs. La veille, c'était les impôts. L'autre soir, c'était 60 bennes à la préfecture avec une tonne à lisier. On va continuer comme ça tous les jours. Tous les jours, on va livrer, on va se barricader, on va continuer à bloquer les axes tant que on n'aura pas juste l'arrêt de l'abattage. Là, ce matin, on m'appelle depuis le 31, on me dit qu'il y a une très forte suspicion dans la vallée de Luchon. Oui. Donc, si demain on a une suspicion dans le Gers, on lèvera des routes et on fera sauter des ponts pour protéger l'éleveur s'il souhaite être protégé et ne pas voir tout son troupeau abattre.
Est-ce que la mobilisation reste massive? Alors bon, on apprend qu'il y a des barrages qui ont été levés. Est-ce qu'il y a un petit recul? Est-ce qu'il y a un temps de réflexion? Est-ce que la période de l'année fait que c'est moins évident pour certains agriculteurs de rester mobilisés? Ou vous pensez que c'est juste une relève qui ne s'est pas faite? Enfin bon, en tout cas, il y a un petit tassement. Il y a des départements qui ont fait la trêve des fêtes de fin d'année, mais hier soir, on était 200 au barrage à Auch dans le Gers. La veille, on était 400. Donc non, il n'y a pas d'affaiblissement de la mobilisation. Bien au contraire, il y a un renforcement. Les agriculteurs veulent pas qu'on lâche le barrage de Auch dans le Gers et on va pas le lâcher jusqu'à qu'on ait raison. C'est clair, net et précis. On ne va rien lâcher. Pour l'instant, ce sont surtout les départements où vous êtes présents, la coordination rurale, où vous avez un impact local et beaucoup de militants et d'adhérents qui sont les plus mobilisés. Est-ce que, alors, il est vrai que tout ça est lié à j'allais dire, l'aire géographique dans lequel la maladie peut se propager. Il y a des départements qui ne sont pas concernés. Est-ce que vous aimeriez quand même que cette prise de conscience sur la protection de l'élevage bovin français s'étende à toute l'agriculture française, à toutes les paysannes et tous les paysans? La mobilisation est surtout plus forte dans le sud-ouest où on a déjà des agriculteurs qui sont en très très grande difficulté économique et ça on le martèle depuis le mois de mars. Moi j'ai pris la présidence de la Chambre d'agriculture où j'ai écrit pas moins de 10 courriers à la ministre, elle n'a répondu qu'à un seul. C'était sur la DNC justement en me disant que son protocole était mondes et merveilles et que ça marchait très bien. Sauf qu'en fait on voit aujourd'hui que ça marche pas du tout. Et c'est vraiment des mobilisations de la coordination rurale parce que à l'inverse de Arnaud Rousseau, notre président, nous a dit « c'est vous qui, localement, décidez ». La FNSEA, ils ont dit « ah ben nous, on fait la trêve de Noël ». Bon, ben si c'est pour faire la trêve de Noël, arrêter de mobiliser des agriculteurs et leur demander dans 15 jours de revenir, c'est pas la peine. Autant rentrer chez soi, manger des chocolats et dire que tout va bien dans l'agriculture. Donc aujourd'hui, on reste mobilisé, il n'y aura pas de trêve. On constate que la FNSEA est confrontée à, j'allais dire, une grande ambiguïté, parce qu'au sommet, évidemment, il dénonce le fait que le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités. Pour autant, ils se sont opposés à la vaccination massive, parce que la vaccination donc freine l'exportation et que ce sont surtout des exportateurs. Il y a une contradiction là, la FNSEA, sur ce dossier. La FNSEA a la même position qu'elle a eue à l'époque pour la grippe aviaire. On a mis 7 ans pour avoir un vaccin qu'on pouvait avoir en 1 an. Il a fallu attendre le massacre de 22 millions quasiment de volailles abattues dans la France pour enfin vacciner. Et je rappelle que depuis qu'on a la vaccination, il n'y a pas de problème d'export ou de quoi que ce soit. Donc, et en même temps, on a réussi à protéger tous nos canards. Alors, sauf la Vendée, cette année, c'est un peu particulier parce que la filière vraiment industrielle a voulu économiser de la vaccination et faire une vaccination trop anticipée en ne respectant pas les âges et les préconisations. Donc ça, c'est leur problème. Mais nous, dans le sud-ouest, nos animaux, nos canards sont dehors, ils sont vaccinés, ils se portent très bien, on n'a pas de cas de grippe aviaire et ça marche très bien. Donc on aurait pu faire la même chose il y a 6 mois pour la dermatose. Personne n'a voulu nous écouter, nous entendre. Maintenant, ils en subissent les conséquences. Quel gâchis, vous vous souvenez des années 2015, 2016, 2017, avec ces millions de canards qui étaient abattus et aujourd'hui on se rend compte qu'ils auraient pu être sauvés et éviter la détresse avec certains arrêts d'activité et d'exploitation. Beaucoup d'éleveurs de canards ont dû arrêter à cause de ça. Sur l'abattage des troupeaux bovins, le gouvernement reste inflexible ou vous sentez qu'il y a une petite ouverture qui permettrait peut-être de transiger un petit peu sur les conditions d'abattage systématique? Il y a eu une ouverture de la ministre très brève parce que lundi dernier, quand elle était en Haute-Garonne, j'ai claqué la porte et les 3 quarts de la salle sont sortis avec moi. Donc forcément, elle a été obligée de dire bon, ben on va faire un groupe de dialogue. Mais aujourd'hui, le groupe de dialogue, c'est 4 personnes de la FNSEA d'Occitanie. On n'a aucun compte rendu, on ne sait pas ce qui se dit dans les réunions. Je leur conseille de faire très attention parce que tant que de toute façon on n'aura pas la réponse en disant on modifie le protocole et on arrête d'abattre tout un troupeau pour une seule vache malade, nous on va rester mobilisés et on va continuer tous les jours, tous les soirs, à larguer des bennes et à nettoyer nos exploitations. Alors oui, effectivement, le plus grand bonheur des agriculteurs cet hiver, c'est que les exploitations au printemps, elles vont être nickel chrome. Par contre, ça va coûter, je pense, énormément d'argent au niveau national sur de retraiter tous les déchets et compagnie, parce qu'il va y en avoir des montagnes entières. Ça, c'est clair et net.
Lionel Candelon, le gouvernement semble dépassé. On voit qu'à un moment donné, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a voulu prendre la main de sa ministre de l'Agriculture qui semblait effectivement confrontée à un mur en face d'elle. Elle n'avait pas la réponse. Est-ce que ce gouvernement a bien tous les éléments scientifiques, agricoles, économiques pour pouvoir prendre une décision pertinente, ou vous avez un doute là-dessus, justement ? Le problème, c'est que le gouvernement, il a les mêmes experts et les mêmes personnes qui l'entourent depuis 2015 ou même bien avant. Je pense à Olivier Debert, je pense à d'autres technocrates de la DGAL, la Direction Générale de l'Alimentation. Oui. Et donc, en fait, ce sont ces personnes-là, ce sont ces conseillers-là qui font la pluie et le beau temps dans l'agriculture. Et quand on voit le résultat depuis 20-30 ans, franchement, il faudrait faire un grand ménage, nettoyer tout ça, les virer et remettre des personnes neuves, des personnes nouvelles avec de nouvelles visions de l'agriculture. Quand une entreprise prend des décisions économiques et qu'elle se plante, en général, il y a des licenciements qui arrivent, on fait des plans économiques, on vire la moitié des directeurs et puis on recommence. Et bien là, c'est ce qu'il faut faire. Moi, dans la Chambre d'agriculture, quand je suis arrivé, le premier qui a pris la porte, c'était le directeur de la Chambre d'agriculture. Et depuis, on a quelqu'un, et depuis, ça marche très bien. Le ministère de l'Agriculture, comme celui de l'Éducation nationale, vous me direz, est un ministère difficile politiquement, difficile, j'allais dire, socialement. On cite toujours le nom de deux ministres qui se sont un peu distingués par rapport aux autres, ça serait Stéphane Le Foll et Julien Denormandie, et encore eux-mêmes reconnaissent qu'ils n'ont pas pu faire de miracle. Pour le reste, on donne ces ministères à des gens, souvent, quelquefois, sur la simple répartition de l'équilibre politique au sein du gouvernement. C'est un ministère, on a besoin de vraies compétences, de vraies expériences, et d'être entouré par des gens, j'allais dire, qui ont une vision de l'agriculture. Là, on a l'impression que ça va à volo, le ministère de l'Agriculture. C'est au jour le jour et en fonction de ce que la panique dicte chaque matin. Oui, non, mais il y a vraiment besoin de mettre un vrai ministre au ministère de l'Agriculture, chose qui n'est pas le cas, puisque on a l'impression que c'est un peu les copains de la FNSEA qui y sont en permanence, mais c'est surtout qu'on a l'impression que c'est des moutons à chaque fois. Vous citez Julien Denormandie, mais il n'a pas fait grand-chose non plus. À l'époque de la grippe aviaire, Stéphane Le Foll était en place, on a vu le résultat. Mais ça fait combien d'années qu'on n'a pas eu un ministre de l'Agriculture digne de ce nom, déjà qui commence par s'imposer contre le ministère de l'Environnement, parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de l'Environnement qui a fait ses lois pour l'agriculture. Ça fait 30 ans que c'est la déroute dans les ministères de l'Agriculture, ça fait 30 ans qu'on n'a pas vraiment de vrai ministre de l'Agriculture. Et aujourd'hui on continue. On a eu Annie Genevard qui fait de très bons discours, qui a un franc-parler très posé, très calme, etc. Mais bon, quand elle met 2 heures à une réunion à Toulouse de crise sur la dermatose, qu'elle met 2 heures à répondre à la simple question, est-ce que oui ou non vous suspendez les abattages, moi je suis désolé, mais à un moment donné, le ministre, il doit les porter, quand il a pris une décision, il doit dire, non, on n'arrête pas les abattages, et dans ce cas-là, on économise 2 heures de réunion, on se lève et on s'en va. Et on continue ce qu'on continue aujourd'hui sur les barrages, etc. L'agriculture française paye cher 50 années de cogestion avec la FNSEA. Ça, on peut en convenir. Plus concrètement, sur l'abattage systématique, le corps scientifique vous dit c'est non négociable, il faut un abattage systématique. D'autres voix disent que non. Aujourd'hui, vous êtes formel, on peut éviter l'abattage systématique dans certains cas ? C'est surtout que nos vétérinaires sur le terrain nous disent qu'il faut arrêter d'abattre systématiquement parce que ça ne marche pas. Là, le danger en plus, c'est qu'aujourd'hui, pour vacciner, on a regroupé tous nos cheptels, tous nos lots de bovins qui sont dans différents parcours, etc., enherbés. Aujourd'hui, ils sont tous au même endroit, c'est-à-dire en stabu pour la vaccination. Vaccination qui est très lente aujourd'hui dans le Gers, puisqu'on est à seulement 15% du cheptel vacciné. Et avec déjà des dates sur début janvier, la première dizaine ou la première quinzaine. Donc ça veut dire que ces animaux, potentiellement, si jamais on a un cas qui se déclare, on va abattre 200, 300 vaches d'un coup avec leurs veaux dans une stabu pour une seule vache malade. Et ça, c'est hors de question. Donc on avait demandé déjà pour l'Ariège, l'Aude, à vacciner il y a plus de 2 mois. Elle a refusé. Et aujourd'hui, elle ne veut pas changer ses méthodes. Mais c'est même pas la peine. Dans le Gers, elle ne sait même pas où elle mettra les pieds parce que ça sera vraiment une guerre qu'on mènera sur le terrain pour pas
perdre tout un troupeau pour une seule vache malade. Très concrètement, si un troupeau est abattu, si un troupeau est contaminé, on abat, il faut abattre la bête contaminée, mais le troupeau ne doit pas être abattu en totalité. Là, vous avez la certitude que la maladie ne peut pas se propager si on ne procède pas à l'abattage systématique. Et si on abat l'animal qui est malade, qui est touché, ça c'est normal. Si on fait une vaccination en urgence du troupeau contaminé et si on met en place une zone vraiment de protection et d'expérimentation tout autour de l'exploitation avec sur 5 km des prélèvements toutes les semaines et on regarde ce qui se passe et on abat les animaux qui éventuellement déclareraient la maladie au fur et à mesure, oui, je suis convaincu qu'on peut enrayer la maladie avec cette méthode-là. On a fait un travail en Ariège, dans le 31, dans le 32, dans le 65, dans le Tarn, enfin, tous les départements de l'Occitanie se sont mis d'accord pour faire ce travail-là, avec des experts de terrain, avec des vétérinaires de terrain. Et oui, aujourd'hui, il faut appliquer cette méthode-là. De toute façon, c'est la seule méthode qu'elle mettra en application qui désamorcera la crise agricole. C'est l'Ariège qui a tout provoqué. L'objectif est quoi? 750 000 bêtes vaccinées d'ici quelques semaines, c'est ça l'objectif officiel? Oui, à peu près. Nous, dans le Gers, c'est 70 000. Je n'ai pas regardé les résultats sur les autres départements, mais oui. C'est de faire un cordon sanitaire dans le sud et de protéger tous les élevages du sud. Mais moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, c'est que on nous a bloqué tous nos élevages. On nous dit c'est le transport, c'est ceci, c'est cela, mais on a des camions encore qui arrivent depuis l'Irlande, l'Angleterre, etc., ou l'Allemagne, et qui continuent à transiter pour l'Espagne. Pourquoi? Donc, à un moment donné, soit on fait une barrière sanitaire digne de ce nom, soit on ne la fait pas. En 2022, on nous avait fait une barrière tampon de 20 km pour la grippe aviaire, et on avait laissé des élevages dedans. Donc, et on a vu au bout de 3 semaines que ces élevages-là avaient été contaminés aussi par la suite. Donc à un moment donné, quand on a des politiques qui prennent des décisions qui sont lunaires, eh bien, il faut les virer ou il faut qu'ils démissionnent. Quelle est la raison pour laquelle on laisse circuler les camions? Intérêt économique? Intérêt financier? Oui, mais c'est l'intérêt de l'exportation, c'est l'intérêt financier. Après, il vaut mieux vacciner tout le pays et dans 1 mois et demi, une fois qu'il n'y a plus de maladie, dire « Ok, maintenant c'est bon, on peut exporter » parce qu'il ne faut pas croire que l'Espagne et l'Italie ne vont pas réouvrir leurs frontières. Aujourd'hui, il manque mais vraiment de bovins là-bas dans ces pays et ils feront comme avec la MHE ou la FCO, ils lèveront les barrières et voire même, ils ne prendront plus que les animaux qui seront vaccinés après. Donc, la politique, elle nous dit oui, il faut qu'on discute avec les pays, etc. Mais ça devrait faire depuis le mois de juin que ça devrait être calé, ces histoires. On a toujours... ce gouvernement, il court toujours après, celui-là et les précédents, il court toujours après un virus, mais avec 6 mois de retard. Vous avez été entendu... Vous avez été entendu, Lionel Candelon. Merci pour votre présence à l'antenne. Et puis, on vous recontacte prochainement parce que je pense que l'actualité n'est pas terminée. À très bientôt. Allez, vous restez bien avec nous. Nos arts et nos grands crus vendus aux étrangers. Christian Estrosi qui pète les plombs. Des sujets qui vous feront sans doute réagir au 0826 300 300 en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Allez, saisissez l'une de vos dernières chances de remporter un cadeau sur Sud Radio. Pourquoi vous faites ces grands gestes, Perico? Parce que je regarde là. Alors, le cadeau du Père Noël de Sud Radio. Alors, l'émission La France, tous ses États, ne confondons pas les cadeaux, et il y a cadeau et cadeau. Nous, c'est une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. Ah, vous le dites bien. C'est une tortue qui l'amène, c'est ça? Oui, je suis pas sûr. Voilà. Donc, le Ninja Creamy Swirl est la machine à glace 2 en 1 qui transforme votre cuisine en glacier. Je sais pas si c'est un glacier alpin qui glisse. Le marchand de glace, c'est vous, avec les 13 programmes inclus pour créer vos desserts. Mais c'est génial, vous mettez plein de fruits et vous avez des glaces différentes. Alors pour ça, il faut envoyer le mot sapin, S-A-P-I-N, par SMS ou texto au 7 20 18 7 2 0 1 8 et vous gagnez la machine à glace Creamy Swirl. Résultat des courses à la fin de l'émission et Maud donnera le nom de l'heureuse ou de l'heureux gagnant du glacier. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. On en a tant parlé du mal-aimé la semaine dernière, mais si peu parler du désespéré, le tableau de Gustave Courbet vendu au Qatar, Perico. Oui, c'est une œuvre très connue de Gustave Courbet, le désespéré, ce visage. C'est un des portraits les plus connus. Et bon, c'est le génie de Courbet d'avoir pu exprimer cette espèce d'angoisse, ce désespéré. Et il était la propriété d'une famille de Franche-Comté, de franc-comtoise, comme était Gustave Courbet. Et cette famille a décidé de vendre ce tableau qui était dans l'un coffre de la BNP
BNP pendant 12 ans. Et une des clauses de vente, c'était mais pas à un émirat ou à un royaume du Golfe. Et puis on apprend l'autre jour en présence de Madame Dati et de Madame Macron que finalement cette œuvre, Le Désespéré, est la propriété de l'État du Qatar, malgré, j'allais dire, les conditions qu'avait mises la famille qui le vendait. Donc, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et dans son immense générosité, eh bien, le Qatar a fait une convention et a prêté l'œuvre à la France. Donc, on a pu récupérer pendant 5 ans. Ce tableau a pu revenir en France, mais il est la propriété du musée de Doha. C'est une tristesse. Voilà, tout ça a été fait dans une forme de discrétion. On aimerait bien en savoir davantage sur le fait qu'on ait transgressé la volonté des propriétaires qui vendaient le Désespéré de Courbet. Il n'y a pas que le Qatar qui fait main basse sur notre art, il y a aussi la Chine qui rachète nos vignes et surtout nos grands crus. Oui. Alors, le mètre carré à Bordeaux est très très cher. En Bourgogne, qui est plus petite et aussi prestigieuse, il est encore plus cher. Il y avait eu un énorme événement pour le monde de la vigne. C'était la vente du Clos de Tard, il y a une dizaine d'années. C'était le propriétaire d'Alibaba qui avait surenchéri jusqu'à des sommes mais gigantesques. Et à un moment donné, François Pinault a dû intervenir pour empêcher que ce Clos de Tard, qui est un des joyaux de la viticulture bourguignonne, aille à un propriétaire chinois. Le gouvernement avait dû s'en mêler. Enfin bon, je vous raconterai l'histoire une fois. Eh bien, les Chinois veulent acheter des grands crus bourguignons. C'est pas interdit, sauf que c'est quand même du patrimoine. Et le drame, c'est que d'autres propriétaires, d'autres investisseurs, des propriétaires bourguignons ou des maisons françaises veulent acheter aussi ces grands crus de Bourgogne, qui sont le patrimoine de la viticulture française, de l'agriculture française, de notre culture française, pour que ça reste en France, mais que le pouvoir d'achat des grands capitalistes chinois est tel qu'ils peuvent doubler, tripler la somme de mise, et qu'à un moment donné, eh ben, le vendeur, voilà, quand on lui dit 4, eh ben, s'il dit 4, je dis 8, et que si le français dit 8, dit ben, je dis 15, ben, effectivement, on finit par céder. Donc, voilà, le risque, c'est qu'on voit la dilapidation de notre patrimoine, pas seulement viticole, hein, il peut être aussi agricole et artistique, parce que le pouvoir d'achat des Chinois, ils ont quasiment une planche à billets, puisque leur économie est soutenue par l'État, ce qui est interdit en Europe. Donc voilà, attention, essayons de sauver nos Bourgognes. C'est pas que les Chinois soient des mauvais vignerons. Au contraire, quand ils investissent, ils se soucient de perpétuer la tradition. C'est que ce patrimoine n'échappe pas à la France et puisse rester à la Bourgogne. Voilà. Allez-y. Ma chère Maude, vous allez nous parler d'un trafic au sommet de l'État. Et pas un trafic d'argent, pas un trafic de drogue, mais un trafic de porcelaine. Ça se passe en effet au sommet de l'État, c'est-à-dire au sein même du palais de l'Élysée. Depuis plusieurs mois, des tasses, des soucoupes, des assiettes de porcelaine disparaissaient. On parle de la vaisselle présidentielle dressée lors de grandes occasions pour un préjudice évalué à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et le voleur n'était autre que le maître argentier de l'Élysée, en place depuis 5 ans. Des vols suivis d'un trafic avec l'aide de son compagnon, antiquaire, qui lui a permis de revendre cette vaisselle à un collectionneur de porcelaine. Problème, tout était estampillé palais de l'Élysée, pas facile à dissimuler. Et pourtant, les investigations ont conduit à un autre profil pour couronner le tout. Ouais, comme quoi tout est lié et surtout tout déconne. Vous vous souvenez du vol de bijoux au Louvre? Eh bien, figurez-vous que le receleur était aussi gardien au musée du Louvre. C'était aussi lui qui, le 20 octobre dernier, avait interpellé Laurence Descartes, la présidente du Louvre, juste après le vol, en lui demandant de ne pas prendre les membres du personnel pour des imbéciles. Comme quoi, même sous les heures, ça peut sentir le pourri. Et surtout, morale de l'histoire, on parle de haut lieu du patrimoine et du pouvoir français, accessible aux plus petits brigands. Je ne sais pas si ça doit faire rire ou pleurer. Ah ben ce personnage a fait preuve d'un cynisme qui est digne de certains cynistes de la classe politique. Mais c'est vrai que l'affaire était éloquente et à la fois édifiante. Alors ensuite, vous comprenez, ils sont obligés de racheter la vaisselle, de refaire la vaisselle de l'Élysée. Et ça va créer une nouvelle polémique. Ah mais puis ça coûte très cher. Ça coûte on bonbon, parle de pièces, enfin de 50 000 euros pièce pour certains. Et surtout certains éléments. La vaisselle de l'Élysée, alors elle datait de René Coty, mais c'est quand même de la très belle porcelaine de Sèvres. Et on considère, ben non, c'est un petit peu périmé. On va racheter une. Tu m'étonnes s'il y en a un qui fait des choses. Comment ça peut se passer? Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas. Enfin, c'est étonnant. Donc on va se servir dans les palais de la République. On va au Louvre, on prend les bijoux de la famille royale, et puis on va à l'Élysée, on prend la vaisselle du président de la République, et en avant la musique. C'est le tango des bouchers de. L'extension du célèbre Moulin Rouge aurait pu conduire à la destruction du moins célèbre appartement de Jacques Prévert, également habité par Boris Vian. On l'a échappé belle. Oui, le Moulin Rouge a besoin d'étendre l'ancienne salle
salle dite Mistinguett, qui est une salle de spectacle, et cette extension devait prendre sur le terrain où étaient les 2 appartements de Jacques Prévert et aussi de Boris Vian. C'est 6 cité Véron à Montmartre, au pied de Montmartre, c'est là où débute la vigne, enfin un endroit emblématique de la ville de Paris. Et la petite fille de Jacques Prévert, Eugénie Bachelot-Prévert, s'est battue. Finalement, on a trouvé une transaction entre le Moulin Rouge avec le ministère de la Culture, la DRAC, et donc les 2 appartements seront préservés. Le Moulin Rouge fera bien son extension. La direction du Moulin Rouge, qui appartient à la famille Clérico, a dit: il n'a jamais été question d'abattre les appartements. Enfin, tout finira bien. L'appartement de Prévert et de Boris Vian restera en place, et la salle Mistinguett pourra donner le meilleur d'elle-même. Enfin, c'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, c'est une très bonne introduction pour parler d'un événement ce week-end, Perico. Attendez, c'était qui parlait? C'était Estrosi? Justement, ce n'était pas Christian Estrosi, et je vous propose de l'écouter, Christian Estrosi. Oui, vous êtes à Paris 2024, vous allez voir ce que ça va coûter. J'adore la posture de mon ami Renaud Muselier que j'ai envie d'adopter ici, parce que il illustre tellement ce que vous êtes, des petits scrogneux de rien du tout là, qui voulaient surtout aucune ambition pour la ville, plus d'événements, et surtout plus d'événements, du sang et des larmes, un petit cochon pour épargner sur le côté comme ça. Il a Terrible. fumé de la soca ou la pisse à la bière ce matin, le Christian Estrosi? Ah mais c'était énorme, c'était pendant un conseil municipal pour répondre à l'opposition ciotiste. Alors je pense que vous avez reconnu effectivement l'imitation d'Éric Ciotti. Voilà, c'est vraiment réalisé sans trucage, et c'est vraiment digne de Louis de Funès pour le coup. On se fend la gueule sur la baie des Anges. C'est la vie. Il y a la veille de Noël une nouvelle qui devrait vous soulager. Pas que vous, Perico, tout le monde. Laquelle? Le fromage. Les fromages au lait cru. Alors, l'info dit fromage gras, mais tous les fromages au lait cru sont gras, et c'est du bon gras. Eh bien, figurez-vous qu'une enquête qui a été portée sur 27 670 personnes révèle, alors c'est à prendre avec prudence parce qu'on continue les recherches, mais enfin d'après les statistiques de cette étude, les personnes âgées qui consommeraient des fromages au lait cru, donc des fromages gras, on va citer quoi? Le comté, le camembert, le Saint-Nectaire, mais vous savez, dans les 48 AOC françaises, les 48 AOP, il faut dire AOP, appellation d'origine protégée, autrefois c'était appellation d'origine contrôlée, qui est le fleuron, qui est le trésor fromager français, ils sont tous avec plus ou moins de bonnes matières grasses. Attention à ne pas en abuser, et c'est là où le Nutri-Score, il est pas méchant. Le Nutri-Score vous signale que si vous mangez 10 kilos de foie gras par semaine, 20 kilos de caviar et 30 kilos de comté, à un moment donné, mais non, c'est pour ça, non mais il ne faut pas abuser des bonnes choses, surtout quand elles sont très bonnes. Donc, en tout cas, pour les personnes âgées, eh bien, une consommation régulière de ces fromages au lait cru français ou espagnol ou italien, pour peu qu'ils soient au lait cru fermier, de bonne préparation, de bonne élaboration, eh bien, réduirait le risque de déclin des cils cognitifs. Vous voyez, on n'est pas totalement neuneux. J'espère que je vais continuer à pouvoir manger du fromage assez longtemps pour tenir cette émission. Et éventuellement, alors si on peut donner un exemple, ça limiterait peut-être le risque d'Alzheimer, en toute prudence, parce que on est sur du médical, donc on est très prudent. Mais enfin, en tout cas, quand on nous a dit pas de gras, pas de fromage, au contraire, le fromage est peut-être un médicament merveilleux. L'idée serait peut-être le moment venu, programme présidentiel de 2027, qu'il soit remboursé par la sécurité sociale dès lors qu'il aura été prescrit, que le camembert et le comté, le reblochon auront été prescrits sur ordonnance. Bon, Perico président. Vous restez bien avec nous, ça donne des idées. À 13h, le sénateur communiste Pierre Ouzoulias sera notre invité. On parlera laïcité et actualité. Mais d'abord, le marché du CBD est-il mis en danger par le budget 2026? On en parle avec le président de l'Union des professionnels du CBD dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Et vous nous appelez au 0800 300. Vous avez sans doute vu émerger des boutiques de CBD dans votre quartier et forcément ça vous interpelle. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que le marché légal du CBD pourrait être sérieusement menacé par le budget 2026. On en parle avec le président de l'Union des professionnels du CBD, Paul McLean. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Bonjour Paul McLean, merci d'être sur Sud Radio pour parler de ce sujet passionnant. Alors, beaucoup de gens vont le découvrir. Alors, CBD, quelqu'un me disait, mais le DVD va être... Mais c'est pas le DVD, c'est le CBD, c'est le cannabidiol. En 2 mots, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est un déstressant issu du cannabis, mais qui n'a pas d'effet stupéfiant. On peut résumer ça un peu comme ça?
Oui, c'est à peu près ça. En fait, ce sont des variétés de cannabis qui sont dépourvues de THC, qui est l'élément justement stupéfiant qu'on retrouve normalement. Donc, le CBD est reconnu non nocif pour la santé par l'Organisme mondial de la santé, et c'est pour ça que c'est légal en France. On rappelle que le cannabis, c'est une variante du chanvre, qui est une plante naturelle, agricole, avec lequel on fait de très beaux tissus, bien entendu. Mais évidemment, une autre utilisation du chanvre, du cannabis, peut avoir des effets pervers. Quel est l'avantage du CBD? Est-ce que vraiment qu'on peut constater qu'il y a eu un progrès dans cette lutte contre les stupéfiants? Est-ce que le CBD est un élément qui permet d'éviter un usage nocif du cannabis? Alors oui, tout à fait, hein. On a beaucoup de consommateurs de cannabis qui ont arrêté le cannabis en passant par le CBD, mais ça se limite pas seulement à ça, hein. Il faut savoir qu'il y a d'autres éléments à l'intérieur, d'autres cannabinoïdes, notamment le cannabidiol qui est un anxiolytique léger naturel, ou le CBG qui lui est un anti-inflammatoire naturel. Utilisé en pharmacie, en pharmacopée, cela. Oui, il y a à l'heure actuelle en France un médicament à base de CBD, c'est l'Epidiolex, qui permet donc de lutter contre les crises d'épilepsie. Bon. Alors, Paul McLean, vous êtes très inquiet parce que dans la loi de finances 2026, alors qu'aujourd'hui le marché du CBD était régulé de façon, harmonieuse et apaisée, on veut vous imposer des conditions aujourd'hui fiscales, de réglementation, de vente, qui mettent peut-être le commerce du CBD en péril? Alors oui, tout à fait. Ce qu'il faut d'abord préciser, c'est qu'on a vraiment une absence de réglementation aujourd'hui sur le CBD. Depuis 2021 et l'arrêté du 30 décembre, on n'a eu aucune évolution sur ce point-là. Et là, le PLF vient rajouter des éléments, notamment d'assises, donc une assise qui serait comprise entre 25 et 50% selon les produits. Et il vient aussi donner un monopole de la distribution au bureau de tabac, ce qui aurait des conséquences désastreuses donc pour la filière. C'est plus de 2000 boutiques qui risqueraient de fermer. C'est plus de 1000 agriculteurs dont l'activité serait mise en péril. En plus, on sait déjà qu'en France aujourd'hui, pour l'agriculture, on leur fait pas vraiment des cadeaux. Et selon nos estimations, ce qui est proposé aujourd'hui dans l'article 23 aurait pour résultat à peu près 20 000 personnes, 20 000 chômeurs en plus aujourd'hui en France. Rappelez-nous quelle est la filière, sans utiliser le mot filière proprement dite, mais enfin le protocole de production et de commercialisation du CBD aujourd'hui. Il est produit par qui? Il est vendu comment? Alors aujourd'hui, on est quand même toujours sur une majorité d'importation de produits, mais ça évolue, parce que depuis 5 ans, donc depuis qu'on a enfin eu une vraie légalisation en 2021, les agriculteurs français s'y sont mis, et grandement. On est passé en 2021 d'une trentaine d'exploitations qui faisaient pousser du CBD en France, et aujourd'hui on en a plus de 1000. Donc on est quand même sur quelque chose qui est en train de se construire, qui est en constante évolution. Ce traitement de transformation du cannabis en CBD est un protocole français? C'est réalisé en France? Alors non, en fait, pour avoir du CBD, la plante en tout cas, celle qu'on vend, le cannabis à faible taux de THC, c'est issu de croisements de variétés, et donc là, il faut se fournir aux graines qui sont inscrites au catalogue européen. Donc c'est une production européenne, veut dire il y a des pays précis qui sont plus producteurs que d'autres. La France pourrait en produire ou non? Alors oui, la France est parfaitement placée pour en produire. On a un sol qui est très riche, on a le climat fait pour. D'ailleurs, on est déjà producteur numéro 1 de chanvre textile, dont vous avez parlé juste avant. On produit plus de 70% du chanvre textile. On est sur un marché du CBD qui explose en Europe. On estime à plus de 8 milliards aujourd'hui ce marché. Alors, la France a la possibilité et est en train de se placer sur ce marché pour bien se placer. Et là, le gouvernement vient mettre un gros coup de massue et mettre une fin à une filière qui est naissante. Si ce projet qui est dans le projet de loi de finances est appliqué, vous disiez c'est la remise en cause de beaucoup de magasins, de points de vente et également de l'élaboration? Alors oui, tout à fait, puisque on nous dit dans cet article que les points de vente seront limités aux bureaux de tabac et aux boutiques agréées, mais on nous explique absolument pas comment devenir une boutique agréée. Donc moi je résume ça à seulement les bureaux de tabac. Et là, donc c'est 2000 boutiques dans nos centres-villes qui vont fermer du jour au lendemain. Aujourd'hui, elles sont tenues par qui, ces boutiques de CBD? Par des professionnels, par des particuliers, il faut une licence. Enfin, c'est quel type de commerce? C'est une licence normale de commerce?
C'est un commerce tout à fait normal. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, depuis 2021, on n'a eu aucune avancée au niveau de la réglementation. Et c'est pas faute de le demander. Hein. Nous, depuis 2023, on avait déjà demandé au gouvernement de mettre en place une forme de licence, une interdiction de la vente aux mineurs. C'est un texte qu'on avait présenté ensemble avec plusieurs syndicats, qui est resté absolument lettre morte auprès du gouvernement, qui n'a rien fait du tout. Il se commercialise et se consomme sous quelle forme? Alors, formes diverses et variées, hein. Ça peut être la plante brute, hein, qu'on peut consommer par la voie de la fumée, mais aussi sous forme de tisane. Il y a aussi les extraits qui peuvent être intégrés dans des huiles, des chocolats, des miels. Enfin, il y a vraiment une grande variété de produits aujourd'hui. Il y a un contrôle public, genre des GCCRF, sur la vente du CBD, ou on veut dire que c'est de la vente libre? Ou il y a quand même une minimum de régulation? Alors, on a quelques réglementations européennes qui viennent s'appliquer, mais ça reste très très limité. On n'a vraiment pas de cadre comme on pourrait l'avoir dans d'autres filières, et on demande un cadre, hein. On veut des règles, on veut un cadre afin de sécuriser, de pérenniser notre filière et de pouvoir s'inscrire dans la durée. Vous êtes accompagné par les pouvoirs publics dans cette démarche, puisqu'il y a quand même dans le combat contre justement le narcotrafic et les stupéfiants, il semblerait que ce soit un remède. Aujourd'hui, on considère que c'est un remède valide, l'expérience est approuvée, ou il y a encore des gens qui disent bon, c'est pas évident qu'il y ait un effet souhaitable? Alors, on a des études qui nous viennent des États-Unis qui montrent que le CBD a un très fort impact sur la lutte contre la dictologie, hein. Et pas seulement dans le cannabis, hein. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont démontré que même pour arrêter le tabac, par exemple, on avait une augmentation du taux de succès de plus de 40%, hein, pour les personnes qui prenaient du CBD. Donc oui. Quel peut être l'intérêt du gouvernement de vous impliquer une fiscalité restrictive et de vouloir trop réglementer au niveau du débit, de la commercialisation? C'est pour défendre des intérêts ou parce qu'il veut prendre le contrôle d'une activité économique qui pourrait lui échapper? Alors, c'est très difficile à répondre à cette question. Je pense que la grande majorité du problème vient d'un manque de connaissances, hein, de la part des pouvoirs publics, puisque justement, ils ne viennent pas nous consulter, nous les professionnels, ils ne viennent pas nous poser des questions, nous demander comment encadrer la filière, et on se retrouve donc du coup à patauger un petit peu, à essayer de faire un peu à droite à gauche avec les règles qui existent, mais il n'y a aucun intérêt, hein, aujourd'hui pour le gouvernement avec cette règle, que ce soit d'un point de vue, parce que là on est dans le PLF, donc on est censé être dans les recettes, hein. Nous, on a estimé qu'avec la fermeture des boutiques, des agriculteurs et des 20 000 personnes qui seraient au chômage, que cette taxe qui devrait être une recette pour l'État n'est absolument pas une recette. Nous, on estime qu'on va perdre à peu près 600 millions d'euros. Ça va être un coût de 600 millions d'euros pour la France, alors même qu'on est en train d'essayer de rechercher à renflouer un peu les caisses de l'État. C'est un non-sens. Aujourd'hui, la TVA est de combien sur le CBD ? Alors, il n'y a pas de TVA applicable particulièrement au CBD, hein. Il y a la TVA qui est la TVA d'office pour tous les produits qui est de 20%. Après, selon le type de produit qu'on vend, hein, si on vend un produit alimentaire ou autre, on peut avoir des taux de TVA différents qui s'appliquent. D'ailleurs, ça faisait partie de nos propositions. Nous, on avait demandé une TVA unifiée qui s'appliquerait donc à tous nos produits. En quoi consiste ce qu'on appelle la taxe d'accise ? La taxe d'accise, alors c'est une taxe, c'est la même taxe qu'on applique pour les produits énergétiques, pour les produits du tabac et les produits de l'alcool. C'est une taxe qu'il faut payer en plus de la TVA, hein. Donc quand je vous disais qu'il y aurait une accise entre 25 et 50%, ce sera en plus d'une TVA à 20%. On se retrouve donc avec une fiscalité à 70% sur certains produits, qui rend économiquement non viable, bien sûr. C'est là où je voulais en venir. Donc c'est totalement, voilà, c'est négatif. J'allais dire, c'est même contre-productif. Ce qu'on comprend pas, c'est que si ce produit présente des avantages pour le combat contre la drogue, on va parler à un terme général, si c'est presque d'utilité publique, pourquoi est-ce que le gouvernement veut pénaliser, rendre cette commercialisation plus difficile? C'est là où on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Je dois vous avouer que moi non plus, j'arrive pas à comprendre cette initiative du gouvernement. C'est parti de certains élus. Est-ce qu'il y a des parlementaires, sénateurs ou députés qui auraient, ou des élus ou des associations qui seraient contraires à la commercialisation, qui seraient hostiles à la commercialisation du CBD? Il y a eu des manifestations à ce genre? Alors, je dirais pas, je pointerai pas le doigt vers un ou plusieurs groupes, quels qu'ils soient.
ça vient d'un manque de connaissances, ça vient d'une position dogmatique et ancestrale. Mais il y a le eu cannabis, c'est mauvais. Paul McLean, il y a eu des prises de position publiques anti-CBD pour l'instant ou non? Public, Non. Là, le texte nous vient du gouvernement, le texte nous vient de l'administration. Il n'y a pas eu de position publique absolument contre ces produits. Bon, le CBD peut être à certains stupéfiants ce que la vaporette peut être au tabac. C'est pour limiter la consommation et c'est pour permettre à des gens de sortir d'une addiction par une voie, apaisée, sans avoir une rupture absolue. C'est ça. C'est un protocole sanitaire simple. Oui, tout à fait. Sans effet secondaire, sans effet secondaire, ou est-ce qu'il y en a eu quelques cas où il y a eu des dérives négatives? Alors non, sur les produits naturels à base de CBD, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de mauvais côté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça a été reconnu comme non nocif pour la santé par l'Organisme mondial de la santé. Moi, je préfère le comparer à l'alcool, au vin sans alcool. Bien sûr. Puisque justement, il y a un petit côté terroir, terpène, qui est en train de se développer depuis 5 ans en France. Qui est un peu plus proche, je dirais, du vin que d'autres produits. Où en êtes-vous là? La décision est définitive ou il y a encore une possibilité pour que cette décision du gouvernement soit reportée ou modifiée? Alors, pour le moment, l'article 23, il avait été supprimé par l'Assemblée nationale et derrière, n'a pas validé son propre texte derrière. Le Sénat a adopté les amendements que nous avions proposés pour exclure le CBD de l'application du texte. La CMP n'a pas été conclusive, comme vous le savez. On est en attente aujourd'hui d'une loi spéciale, le plus probablement. Mais on n'a aucune garantie, même si, j'ai envie de dire, les élus, la voie démocratique a parlé. On ne devrait pas être soumis à cette réglementation. Mais attention, avec une loi spéciale, on ne sait pas ce qui va se passer en janvier et par la suite. Donc, dossier à suivre. Bon, bah, écoutez, on vous contactera pour savoir si l'évolution vous contactera. Merci Paul McLean d'avoir été sur Sud Radio aujourd'hui. Merci à vous. Le face-à-face. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h04 avec Perico Légas. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude Saint-Hilaire prendra vos appels parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions à poser à la personne que je reçois, à la personnalité que je reçois. Il s'agit de Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Il a un nom à consonance plutôt méridionale, mais il est élu des Hauts-de-Seine. C'est pas qu'un sénateur, c'est une personnalité, c'est un personnage. Je veux juste rappeler, monsieur le sénateur, que vous êtes le petit-fils d'Albert Ouzoulias, grande figure de la résistance, qui était le chef de Méliné Missak Manouchian, l'affiche rouge, voilà. Votre papa également était aussi un militant communiste, adjoint au maire de Champigny-sur-Marne. C'était déjà ou encore Georges Marchais ou non? C'était la ville de Georges Marchais. C'était la ville de Georges Marchais. Voilà. Et le troisième, voilà, c'est vous le troisième personnage. Et vous êtes aussi engagé au Parti communiste français. Très fièrement, vous revendiquez votre étiquette communiste. Alors un peu tardivement en 2000. Et comme vous dites, j'ai pas toujours été en accord avec la ligne du parti. J'ai peut-être fait un petit peu de libre pensée. Je suis loyal mais très indépendant. Voilà. Donc, je vous invite aujourd'hui sur Sud Radio parce que au départ, vous êtes quelqu'un qui a pris position sur la laïcité. Or, nous avons célébré le 120e anniversaire de la loi de 1905, et puis on fera un petit tour avec vous de l'actualité qui est riche et fournie, budget, agriculture, stabilité politique et orientation gouvernementale. On commence tout de suite par, comme c'est chaud, l'agriculture. Vous êtes solidaire évidemment de la DIDRES, de la DIDRES agriculture, des agriculteurs. Je suis petit-fils d'éleveur. Vous avez dit que mon nom avait une consonance méridionale. Ma famille est originaire de la Haute-Corrèze, pays d'élevage, là où on élève la limousine. Dans le Limousin. Et le risque, c'est que un jour il n'y ait plus du tout d'élevage français et que nous consommions de la viande qui arrive d'ailleurs, élevé dans des conditions qu'on ne connaît pas. Ça sera un drame gastronomique, ça sera un drame alimentaire, surtout, bien sûr, alimentaire pour ces pays, parce que s'il n'y a plus d'agriculture dans certains départements de France, il n'y a plus rien. Et les paysages vont se refermer. Dans la commune d'où est originaire ma famille, il y a déjà 80% de forêt. Il n'y a plus d'agriculteurs. L'espèce à protéger aujourd'hui, c'est surtout l'agriculteur. Voilà, je pense que ça, c'est fondamental. Donc il faut les aider, il faut absolument les aider.
Vous considérez que ces orientations gouvernementales sont au service, en fait, la finalité, c'est l'intérêt des profits, ce sont des intérêts financiers. On sait que la FNSEA, qui est le syndicat quand même du productivisme, est derrière. Il y a quand même une connotation politique derrière cette décision d'affaiblir, sans ça, c'est pas une décision volontaire. Enfin, on affaiblit l'agriculture, une certaine agriculture. Oui, une certaine agriculture. Je pense que fondamentalement, il faudra avoir une vision critique sur la mondialisation. La mondialisation n'est pas nécessairement heureuse. La mondialisation, c'est ce qui a provoqué la fermeture en très grand nombre de nos usines, et c'est ce qui aujourd'hui fait la ruine de nos paysans. Donc à un moment donné, il faudra mettre sur la table la discussion politique d'une nouvelle forme de protectionnisme. On est d'accord que nous mettons sur le marché international, à partir de l'acte unique de 86, si cher à Jacques Delors, une agriculture qui n'est pas protégée contre ce marché qui est totalement faussé, qui n'est pas du tout loyal et qui n'est pas libre. Exactement. On met en concurrence nos paysans qui doivent respecter des normes, et très souvent, vous avez parlé de fromage tout à l'heure, les AOP, c'est une très bonne norme, c'est ce qui protège un savoir-faire, mais on les met en concurrence avec d'autres agricultures extrêmement industrielles, extrêmement chimiques, extrêmement subventionnées parfois, et bien évidemment, ils ne peuvent pas résister, donc on va les faire crever. On attendait aussi peut-être que l'Europe, au départ, communauté économique européenne, le fameux marché commun, la préférence communautaire, on a l'impression que l'Europe, elle protège pas du tout nos agriculteurs. Non, mais elle protège ni nos agriculteurs, ni nos voitures, ni nos industries. Et en matière de défense et en matière de diplomatie, aujourd'hui, je ne vois pas quel jeu elle joue. On est pris en tenaille entre d'un côté Trump et Poutine. Je crois qu'il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir et réaffirmer d'abord la primauté de la nation. Vous avez cité ma famille. On s'est battu, ma famille, certains de ma famille sont morts pour défendre une certaine idée de la France, de la République, de la nation. On peut revenir à ça, et ça n'empêche pas d'avoir des coopérations européennes. Les deux ne sont pas antagonistes. Bon, je pense que la prise de conscience nationale sur la précarité de notre agriculture est totale. À gauche comme à droite, les communistes sont aussi j'allais dire, des élus proches de la paysannerie, parce qu'on a toujours dit, oui, le monde paysan rural est plus conservateur, mais il y a eu des départements communistes comme la Corrèze, comme l'Allier, on se souvient, président du Conseil généraux, voilà, tout à fait. Donc, la cause paysanne n'est pas une cause étrangère à l'idéal communiste. Elle est fondamentale. Bon. Alors, on va aborder un sujet qui nous a un petit peu étonné de votre part. Je me doute que vous êtes très attaché à la laïcité. Oui. C'est pas le problème. Oui. Vous avez apporté un petit bémol en faisant une déclaration. Vous avez dit que voilà, il fallait pas que la laïcité soit une police des consciences. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et je pense qu'il faut revenir à ce qu'était la loi citée, la loi de 1905 au moment de la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905, c'est la neutralité religieuse de l'État, la neutralité des collectivités, la neutralité des agents publics. La loi de 1905 ne vise pas à abroger, interdire, supprimer, invisibiliser toute expression religieuse. La laïcité, ça n'a jamais été ça. Elle fait la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Il y a une différence, bien sûr, entre la sphère publique et la sphère privée, mais vous savez, dès 1905, juste après le vote de la loi, il y a eu des maires qui ont interdit le port de la soutane dans leur commune. Oui. Dans le Val-de-Marne, par exemple, c'est le cas du Kremlin-Bicêtre et d'autres. Et tout de suite, Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi de 1905, a bien expliqué que non, la laïcité, ça n'était pas bannir toute forme d'expression religieuse. Non, mais là, monsieur le sénateur, il s'agit de dire que les jeunes filles ne peuvent pas rentrer voilées dans l'enceinte de la classe, dans une école de la République. Nous sommes d'accord, là-dessus vous êtes d'accord. Mais moi j'ai défendu la loi de 2004 et je vais plus loin. Et je vais là où malheureusement la droite ne me suit pas. Moi je pense que si le voile doit être interdit dans les écoles publiques, il doit l'être aussi dans les écoles privées confessionnelles. Il n'y a aucune raison qu'on accepte que les jeunes filles soient voilées dans les écoles confessionnelles. Mon collègue, le sénateur Retailleau, dit que le voile islamique, c'est l'étendard.
de l'islamisme. Oui. Voilà. À ce titre, il est tout à fait normal, selon lui, de l'interdire dans les écoles publiques. Dans la rue, ça vous choque pas. Ça, vous n'êtes pas pour l'interdiction totale du voile, ça, on est bien d'accord. C'est anticonstitutionnel. Le Conseil constitutionnel l'a déjà dit plusieurs fois. En revanche, quand au Sénat, je dépose un amendement pour interdire le voile dans les écoles privées, la droite, dans sa totalité, vote contre, en considérant qu'il faut préserver une espèce, ce qu'ils appellent une laïcité ouverte, moi je ne sais pas ce que c'est, au sein des écoles conventionnelles. Il y a là quelque chose qui n'est pas logique et qui n'est pas cohérent. Moi je suis pour la laïcité, mais partout. Et les écoles privées sont subventionnées à 80% par l'État. Je ne comprends pas pourquoi, là, on accepterait que le voile y soit présent. Vous partez du principe que là où il y a un enseignement, une transmission du savoir, la laïcité s'applique indistinctement, que ce soit public ou privé. Exactement. Est-ce qu'il y a quand même, j'allais dire, entre guillemets, des territoires où vous l'acceptez? Est-ce qu'une école dite religieuse proprement dite, là, vous estimez que peut-être ils ont le droit, mais attention, c'est pas subventionné par l'État. Mais quand c'est pas subventionné par l'État, oui. Malheureusement, je dis malheureusement, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on sait très bien que dans les écoles sous contrat, il n'y a pas toujours un grand respect de la liberté de conscience, de la liberté des individus. Et malheureusement, ce ne sont pas les écoles qui aujourd'hui sont les mieux surveillées par l'État. Alors, c'est un regret. Quand vous dites qu'elle ne peut être une police des consciences, vous l'affaiblissez quand même, ce concept. Vous avez l'air de dire qu'elle est appliquée de façon abusive dans certains cas. Non, ce que je ne veux pas, c'est que demain l'État considère que c'est à lui de dire ce que doit être l'observation de la religion. Pour les catholiques, pour les musulmans ou pour les juifs. Ça, c'est le respect du fort intérieur, de la conscience de chacun. Et je ne veux pas que l'État rentre dans la gestion des consciences. C'est ce qu'on a reproché au régime totalitaire, à raison, et c'est un communiste qui vous le dit. Voilà. On ne peut pas rendre les gens heureux malgré eux. On ne peut pas leur imposer une forme de pensée religieuse, politique, etc. Là-dessus, il faut strictement respecter la liberté individuelle. Et de nouveau, c'est un communiste qui vous le dit. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Nous faisons un large tour d'horizon. Là, on a débattu sur la laïcité. On va encore y revenir un petit peu et puis on verra le reste de l'actualité avec le point de vue de cet élu libre penseur. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude Saint-Hilaire attend vos questions pour interpeller le sénateur qui se fera une joie de répondre à vos questions. À tout de suite. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui assume son communisme, je vais dire, de bon cœur et en toute liberté, parce que vous n'êtes pas un apparatchik aux ordres des consignes du parti. Oh, Fabien Roussel est un secrétaire national très ouvert aussi. Voilà. On partage beaucoup de choses. Moi, j'ai connu Segui, j'ai connu à la CGT Krasuki, Georges Marchais au Parti communiste. Il y a eu Maurice Thorez. Il y a une évolution du communisme aujourd'hui. Je crois que vous êtes... alors, on peut ne pas vous aimer, on peut considérer que vous avez quelquefois des lectures très, très sectorielles, mais vous êtes quand même le reflet d'une souffrance. S'il y a encore des élus communistes en France, c'est la souffrance, c'est le témoignage d'une souffrance, d'un malaise dans la population. Oui, d'une part, et puis je crois qu'au-delà... on incarne une certaine idée de la France, parce que si la France elle est ce qu'elle est aujourd'hui, on a notre part. On a notre part. Vous avez évoqué mon grand-père, le colonel André. Albert Ouzoulias dit colonel André. Voilà, 1945, c'est quand même cette alliance tout à fait incroyable entre communistes, gaullistes, pour mettre en place des choses qui nous sont chères, la sécurité sociale, les nationalisations, etc. Donc on fait partie, quelque part, du patrimoine de ce pays, et ça, c'est une grande fierté. Avec ce petit moment de confusion historique, parce qu'il y a le pacte germano-soviétique en août 39, le Parti communiste français est évidemment tenu de respecter les engagements de Moscou et de Staline, et là on a un moment de malaise jusqu'à l'opération Barbarossa du 22 juin 41, et là le Parti communiste, qui était dans l'ambiguïté, on se souvient que Jacques Duclos avait demandé à Otto Abetz la reparution de l'humanité, et là on bascule dans le parti des résistants, les FDP, le Front National, qui était le nom du Parti communiste dans la résistance, tout à fait, et le Parti des résistants, fondé par qui mon ont payé cher. Je vais vous dire, la période où 39, juin 41, d'accord, il y a peut-être débat,
elle aura été payée cher par les communistes. Oui, après dans la résistance. mais alors vous voyez, quand vous prenez l'histoire de mon grand-père, donc il se bat sur la Somme, il est fait prisonnier, il est envoyé dans en 40, on parle de 40. En 40. Il est fait prisonnier, envoyé dans un stalag, il s'évade. Il s'évade bien avant l'attaque contre... Donc il aurait pu, à ce titre-là, dire, bon, moi je suis pas en guerre, c'est une guerre capitaliste, c'est ça, voilà. Il s'évade pourquoi ? Parce qu'il est nourri par tout un idéal républicain français. Et donc quand il s'évade, c'est pour aller libérer la France. Et il pense à la France avant de penser à l'Union soviétique. Il y a encore du Jean Jaurès en lui. Mais bien sûr. La rupture de 1920, c'est où Jaurès s'est-il trouvé. Et moi, je me souviens, dans la maison familiale en Corrèze, le grand-père prenait les œuvres de Jaurès et déclinait comme ça les œuvres de Jaurès. Moi, je suis fondamentalement jaurétien. On vient de parler de la laïcité. Quand vous relisez ce que Jaurès a écrit sur la laïcité, c'est d'une actualité absolue. Absolue. Il n'y a rien à enlever. Alors quand à droite, et pas seulement qu'à droite, des gens vous disent mais comment on peut encore utiliser le terme communiste avec tout ce que le communisme suppose comme crime contre l'humanité, Staline, Pol Pot, bien sûr le goulag, on a envie de dire bon d'accord, en face il y a eu la même chose. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui communiste en se libérant de ces épisodes douloureux, tragiques de l'histoire fait au nom du communisme? Vous dites quoi? Non, c'était pas ça le communisme. Oui, bien sûr, c'était pas ça. Est-ce que l'Inquisition, c'est les évangiles? Non. Non plus. Bon. Non plus. Mais je pense que ce qui a été fait au nom du communisme nous donne aujourd'hui une responsabilité supérieure par rapport à la démocratie. En considérant que, c'est ce que disait Jaurès d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de socialisme. Moi, je porte encore un projet socialiste. Vous êtes d'abord socialiste, on est d'accord. Fondamentalement. Bien sûr. Fondamentalement. Je porte un projet socialiste qui peut se réaliser que par la démocratie. Et ça, c'est essentiel. Et ma critique de ce qui a pu se passer en Russie puis en Union soviétique, c'est celle-là. C'est que au moment de la prise du pouvoir par les soviets, ils ne pensent pas à la démocratie. Nous avons un tout autre héritage, c'est celui de 1789 et de la Grande Révolution, que les Russes n'avaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous change profondément. Et je reste profondément attaché à ce qu'a été l'esprit de 1789. Pour autant, le principe du centralisme démocratique tel que le définissent les codes du Parti communiste impose que le parti applique la dictature du prolétariat. Puis aujourd'hui, hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Puis aujourd'hui, voilà, c'est cette interprétation que vous mettez en cause. Comme tous les autres partis, avec une grande diversité d'expressions. Dans les derniers moments, vous regardez, y compris sur les négociations municipales, tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Le Parti communiste tel qu'on l'a connu dans les années 50, 60 et jusqu'au début des années 70, celui-là, il n'existe plus. C'était celui de Maurice Thorez. Bon, va le décrocher, c'était encore peut-être une déjà, ouverture. Ça a changé un peu. On a eu des partis communistes d'ouverture avec Enrico Berlinguer, Santiago Carrillo en Espagne. Bien sûr. Il y a eu des évolutions. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. L'eurocommunisme a été quelque chose de tout à fait essentiel. La France est restée plus orthodoxe. Quand Georges Marchais dit le bilan de l'Union soviétique est globalement positif depuis Moscou, ça fait un malaise quand même. Elle a fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière sur l'eurocommunisme. Pour autant, aujourd'hui, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, se satisfait de ce qu'on appelle la démocratie bourgeoise dans laquelle nous sommes, libérale. Alors moi je l'appellerais républicaine. La démocratie républicaine. Bien sûr, non, mais on est bien d'accord qu'elle est républicaine. Mais à vos yeux, voilà, c'est un système libéral, d'économie de marché, et avec un système démocratique, finalement, vous y faites, et si un jour vous arrivez au pouvoir, vous avez été 2 fois au pouvoir, au gouvernement, en 81 et en 97. Et on est prêt à y retourner. Avec des ministres qui ont laissé de très bons souvenirs. Dans un gouvernement de gauche, demain, moi je me sentirais bien en fonction du programme. Bien sûr. Faut travailler sur le programme d'abord. Alors justement, mettons un petit peu les pieds dans le plat de ce que la gauche est devenue. Il y a, après la dissolution, cette incroyable initiative de la reconstitution du nouveau Front Populaire. C'était la NUPES, le nouveau Front Populaire, ça marche. Vous arrivez, donc c'est vous arrivez en tête aux élections législatives, même si vous n'avez pas la majorité absolue. Et loin de ça, on le voit bien à l'élection du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Chassaigne fait quand même moins de voix que Madame Braun-Pivet. Très peu, mais bon, vous n'aviez pas la majorité. Aujourd'hui, on a l'impression, lorsque l'on voit les débats entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Bompard, Monsieur Faure, Madame Tondelier et Fabien Roussel, qu'il y a un petit peu de rififi. Est-ce qu'il y aurait d'eau dans le gaz dans le nouveau Front Populaire?
Je pense que sur beaucoup de sujets, nous sommes en phase. Est-ce que c'est insurmontable? Sans doute pas, mais il faut avoir la force, la volonté d'exprimer clairement. Je vous sens prudent dans votre façon de vous exprimer. On sent que vous marchez sur un terrain. Je suis sénateur. Oui. J'ai une expression sénatoriale. Parfait. Voilà. Mais il faut que on revendique nos différences. Voilà. Et moi, je suis intimement persuadé qu'entre la France insoumise et le Parti socialiste, il y a la place pour un parti communiste fier de son histoire et qui aujourd'hui représente à la fois ce que vous avez dit, une vision très jaurétienne de la République, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, une certaine forme de protectionnisme pour permettre une réindustrialisation de la France qui est fondamentale. On ne peut pas se passer d'industrie, on ne peut pas se passer d'ouvriers. Et ça, je pense que c'est à nous de le dire très fortement à gauche. Et puis, vous l'avez dit aussi, la laïcité. La laïcité, c'est l'héritage fondamental du Parti communiste, on ne l'affirme pas assez. Alors justement, laïcité, Maude Koffler, vous reposez une question. Alors, juste une question avant la laïcité très courte. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise, monsieur Ouzoulias, monsieur le sénateur, dans la NUPES ? Avec, malgré ces innombrables polémiques, cette espèce d'union contre nature quand même, entre le Parti socialiste justement et la France insoumise, qui ne partageaient pas toutes les mêmes idées, y compris sur la laïcité d'ailleurs. Contre nature, je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, quand on est face aux électeurs, on a l'obligation de leur présenter un programme qui est pas le meilleur du monde, qui est avec beaucoup de compromis. C'est ça, qui est le plus petit commun multiple. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on s'entend pour gouverner. Ce que nous avons fait, c'est le principe d'une coalition. Ce que nous avons fait, la droite ne l'a pas fait. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Parce que le Cornu est arrivé sans aucune coalition, sans un moment de réflexion collective où on dit voilà notre programme, voilà sur quoi on s'engage et voilà sur quoi on votera si vous nous présentez un budget qui est conforme aux engagements que nous avons signés. Là, il y a eu un problème. À gauche, on a fait l'effort. On a fait l'effort de la coalition. Aujourd'hui, ça marche pas. Sans doute parce que on a oublié de montrer quelles étaient nos différences fondamentales. Et pour s'unir, il faut d'abord expliquer de façon publique là où on n'est pas d'accord. Et ça, je pense qu'on l'a pas suffisamment fait. Les trois ailes de la gauche, les quatre composantes du nouveau Front populaire, donc il y a la France insoumise dont on parlera juste après, on va essayer de la définir. C'est pas vous n'en faites pas partie. Mais est-ce qu'on peut, j'allais dire, désigner le type de gauche à laquelle elle correspond? Ensuite, on a les écologistes qui sont très à gauche. Et c'est dommage parce que l'écologie, elle transcende tous les partis. Quand je dis dommage, je ne fais pas de jugement de valeur. Je dis que Brice Lalonde était un écologiste de droite et il a fait beaucoup pour l'écologie. On a les socialistes qui sont des sociodémocrates et puis on a les communistes qui sont toujours là à leur place. Est-ce que cette composition était viable dès le départ? Elle l'a été par le passé. Oui. Par le passé, on a gouverné ensemble. Je parle d'aujourd'hui, justement. Oui. À l'époque, oui. Aujourd'hui, je pense que la grande difficulté, c'est l'hyper-présidentialisation du système. Qui fait que quand vous essayez de rassembler des partis ensemble pour gouverner, tous pensent derrière à la présidentielle. Voilà. Et la démocratie française ne s'en sortira pas. Tant qu'elle n'arrivera pas à essayer de diminuer le rôle du président, qui est beaucoup trop présent dans nos institutions. Vous voyez que ailleurs, dans les pays qui nous entourent, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc., les coalitions fonctionnent parce que le président de la République a un rôle beaucoup plus annexe, beaucoup plus subalterne. Nous, le problème, c'est le présidentialisme. Ce sont des démocraties parlementaires, c'est toute la nuance avec une démocratie présidentiello-parlementaire comme la française. On continue à en discuter avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui parle avec franchise, clarté et qui a l'air surtout convaincu par ce qu'il dit, ce qui est très agréable. Vous nous retrouvez au 0826 300 300, vous appelez. Maude Sinclair recevra vos questions. Aude, c'est moi, Maude. Mais Maude, c'est Koffler. Maude Sinclair, Maude Koffler c'est pas grave. Sinclair. On va y arriver. Peu importe, le sénateur répondra à vos questions avec détermination.
Vous êtes avec Perico Léga sur Sud Radio qui reçoit le sénateur Pierre Ouzoulias. Nous avons des auditeurs, monsieur le sénateur, qui vous appellent, qui veulent vous parler. Et Raphaël qui est de Cachan. Alors c'est pas les Hauts-de-Seine, mais c'est pas loin. Bonjour Raphaël. Bonjour Perico, bonjour monsieur le sénateur. Voilà. Effectivement, la commune de Cachan est dans le Val-de-Marne, qui est le département dont Georges Marchais a été un élu pendant quelques années, effectivement. Absolument. Quelle question vous voulez poser au sénateur ? Alors c'est pas forcément des questions, c'est des constats. Monsieur le sénateur a évoqué la loi de 1901. 1905, la 1905. Pardon, excusez-moi. Les catholiques étaient brocardés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une autre religion fait sa place dans l'espace public de manière assez prépondérante, qui pose des difficultés. On s'aperçoit que les deux religions ne sont pas traitées de la même manière. Je souhaitais que monsieur le sénateur réagisse sur ce premier point. Pierre Ouzoulias. Alors, d'abord un petit rappel historique. En 1905, l'islam est la deuxième religion de l'Empire français. Déjà. Hein. Donc, la loi de 1905... Mais pas sur la métropole, voilà, mais dans l'Empire. Dans l'Empire. Il y avait trois départements français en Algérie. On l'a oublié, avec des députés et avec des sénateurs. Et la République, en 1905, s'est posé la question de l'application de la loi de 1905, bien évidemment, aux populations musulmanes du Proche-Orient. Et elle avait décidé que la loi devrait s'appliquer. Elle ne l'a pas été. Alors pour différentes raisons, je rentre pas dans avec cette particularité du décret Crémieux qui autorise aux Juifs le statut de citoyen de la République à part entière, ce qui n'est pas accordé aux musulmans. Tout à fait. Mais dans les trois départements de l'Algérie, jusqu'à l'indépendance, les ministres du culte, imams, muezzins, etc., sont payés par l'administration coloniale. Il y a une forme de concordat très particulier qui fait que l'islam est une religion d'État. On l'a un peu oublié. Alors, si vous connaissez mes prises de position, et vous pouvez le vérifier, vous verrez que je ne fais jamais aucune distinction dans l'application de la loi de 1905. Jamais. Je considère toutes les religions sur un pied d'égalité et je m'oppose de la même façon aux transgressions de la loi de 1905, d'où qu'elles viennent, des catholiques, des juifs et des musulmans. Voilà. Par ailleurs, je suis athée et j'aimerais bien de temps en temps qu'on n'oublie pas les athées parce qu'aujourd'hui ils sont majoritaires en France quand même. Oui, d'autant qu'en 1905... l'Église catholique est partie prenante des institutions de la République. Bien sûr. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus loin. Il faut se méfier aujourd'hui des tentatives de certains militants islamistes et leur vision de la République. Mais la République de l'époque, elle est co-catholique. Et donc, en 1905, c'est sortir à coups de pied dans les fesses l'Église des affaires de l'État. Tout en protégeant les cultes, quels qu'ils soient. Mais c'est de dire, voilà, la République laïque et sociale ne sera plus co-dirigée par une église, par une confession, telle qu'elle l'était, à un point qui était sociologiquement, on allait demander quasiment au curé pour qui il fallait voter. Exactement. Je vous signale qu'il y a certains endroits où ça existe encore. Oui, ça existe encore. Il y a cette phrase magnifique de Victor Hugo qui résume tout le principe de la laïcité. L'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà. Chacun chez soi. L'État ne se mêle pas de la religion. Voilà. La religion ne se mêle pas des affaires de l'État. Il y a une indépendance qui profite à tout le monde et surtout qui est la garantie de la liberté de conscience, qui est un point fondamental. Le tout est de savoir, Pierre Ouzoulias, où commence le chez-soi. Est-ce que c'est à la piscine municipale? Est-ce que c'est à la crèche? Maud d'ailleurs a une question à vous poser. Oui, monsieur le sénateur, on parle beaucoup de laïcité. Vous êtes très attaché à la République, à la loi de 1905. Moi j'ai une question. Alors j'aimerais parler à votre conscience, mais vous allez me répondre en tant que sénateur. Comment on peut dépenser autant d'énergie dans la lutte contre le placement d'une crèche dans une mairie ou dans l'espace public, et en même temps ne pas s'indigner quasi du tout de voir des jeunes filles voilées? Vous en parliez tout à l'heure. Moi, c'est cette espèce de demi-mesure morale, de conscience morale qui m'embête un peu. Il y a deux choses sur le voile. Et vous pouvez lire d'ailleurs ce que j'ai écrit dans Marianne récemment. Le voile, qu'il soit juif, catholique ou musulman, parce que les trois religions d'Abraham ont la même utilisation du voile pour les femmes. Le voile, c'est la façon de
montrer que la femme doit être soumise à l'homme. C'est un instrument du patriarcat. Dans la religion catholique, Dans la plutôt à religion Dieu. Hein. Eh ben, je peux vous lire les Actes des Apôtres, première épître aux Corinthiens de Paul. Paul le dit clairement. Les femmes doivent porter le voile pour montrer leur soumission. La religion qui a le plus théorisé sur le port du voile, c'est pas l'islam. Dans le Coran, vous n'avez pas grand-chose. Non, c'est la religion catholique. Voilà. D'accord, mais dans les faits. Dans les faits, je considère, et je le dis publiquement, qu'aujourd'hui, le voile, c'est une forme d'acceptation du patriarcat. Voilà. Mais ensuite, je suis respectueux de la liberté de conscience de chacun. Et je n'imagine pas un régime autoritaire où l'État se donnerait la possibilité d'interdire des formes d'expression religieuse, parce qu'on sait où on commence, on ne sait jamais où on finit. Voilà. Et la laïcité, c'est pas un athéisme d'État. Je suis athée, je veux pas imposer mon athéisme auto. Je pense que c'est aux croyants, à un moment donné, de prendre de la distance par rapport à des dogmes religieux qui, aujourd'hui, ne sont plus en phase avec, notamment, la libération de la femme. Pierre Ouzoulias, aujourd'hui, comment un communiste peut gérer, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, qui sont les épreuves de la société, de l'histoire? Est-ce qu'il y a trop d'immigrés? Est-ce que la machine à intégrer qu'est l'école fonctionne bien comme elle a toujours fonctionné, parce que la République est d'abord une République intégratrice? Est-ce que cette machine est en panne? Et est-ce qu'il faut avoir le courage de dire, comme l'avait fait le maire de Vitry dans les années 60, je vous rappelle les souvenirs comme l'affiche communiste, d'abord la France, consommant français, et puis à un moment donné, est-ce que cette immigration n'est pas un instrument que le patronat utilise pour payer encore moins cher le prolétariat français? Alors, sur la première question, est-ce que la République fonctionne encore bien dans... la machine à intégrer. C'est ça. Et surtout, sa capacité à garantir l'égalité des droits. Oui. Fondamental. Oui. Non. 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 Quand vous êtes dans une commune populaire comme Nanterre et une commune un peu moins populaire comme Neuilly dans les Hauts-de-Seine, je prends deux exemples que je connais, vous n'avez pas le même accès aux droits. Vous n'avez pas le même accès à la santé, au transport, à l'éducation. Voilà. Et quand vous êtes une famille dont les parents sont originaires d'autres pays, vous avez l'impression que vous êtes un sous-citoyen ou une sous-citoyenne parce que vos profs sont pas remplacés, parce que les transports sont défaillants, parce que c'est compliqué de se soigner, alors que quand vous faites quelques kilomètres vers l'est en allant à Neuilly, là, tout est beaucoup plus facile. Donc, l'intégration doit se faire par une exigence républicaine absolue, celle de l'égalité des droits. Quel que soit l'endroit où je me trouve en France métropolitaine et encore plus dans les Outre-mer, je dois avoir la même facilité d'accès aux services publics. C'est fondamental. Et cette promesse républicaine aujourd'hui n'est pas respectée. Avec une insolence folle, je vais vous dire, et je vous le dis amicalement, c'est facile à dire, monsieur le sénateur. Comment on l'applique aujourd'hui? Ça, ce que vous dites, bien sûr. On en est où? Je vous donne un chiffre que je ressors souvent. À la fin des années 60, 69, 70, 71, donc fin du gaullisme, début de Pompidou, 17% des jeunes issus de la classe ouvrière accédaient aux grandes écoles, aux hautes écoles. On est à 4,5 et pourtant l'évolution sociale, le progrès a marché. Comment se fait-il que cette France du gaullisme et du Pompidou, qui était une droite un petit peu classique, ancienne, laissait plus de chance aux enfants des milieux modestes pour accéder aux hautes écoles qu'aujourd'hui? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. C'est un chiffre terrifiant. C'est un chiffre terrifiant. Alors on parle de l'ascenseur social. Là, oui, il est en panne. Fini. Il est en panne, mais il est en panne très profondément. En sous-sol, il est en panne, et puis on n'arrivera pas à le remonter. Et je crois qu'on a laissé faire une forme de géotéisation sociale. Et les Hauts-de-Seine sont pourtant l'exemple de ça. Vous êtes passé 2 fois au pouvoir. Alors vous n'aviez pas tous les leviers en 81 et en 97. Oui, mais on ne s'est pas attaqué ce problème-là de façon suffisamment forte. Et ce qui fait sans doute que le message de la gauche aujourd'hui est brouillé. Voilà. Parce qu'on n'a pas réussi, en effet. Elle le paye. Bien sûr, elle le paye. Mais quand vous prenez les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine, c'est la juste apposition de ghetto de riches et de ghetto de pauvres. Voilà. Des populations qui s'excluent, qui ne peuvent plus vivre ensemble et qui sont dans une espèce d'affrontement et de rivalité. Ça, c'est quelque chose de terrifiant. Jusqu'à 1973, le Parti communiste faisait entre 20 et 25% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui, sans que ce soit forcément la même sociologie,
cette souffrance, cette détresse, cette colère, elle est représentée électoralement par le Front National puis le Rassemblement National. Est-ce que c'est votre clientèle qui a changé de crèmerie parce qu'ils estiment que vous n'étiez pas à côté de leur souffrance, peut-être pas forcément le Parti communiste tout seul, mais la gauche en général, et que ce discours du Rassemblement National et d'autres, c'est un peu ce qu'ils ont envie d'entendre aujourd'hui dans leur souffrance, qui définit mieux leur souffrance et leur détresse. Vous avez raison. La gauche a aujourd'hui oublié de parler à la classe populaire. À la classe populaire, à celle qui est privée de boulot, à celle qui a vu fermer ses usines, et on est dans l'incapacité de leur présenter aujourd'hui un projet de société qui puisse les mobiliser pour un avenir dans lequel ils sont intégrés. Voilà, vous avez entièrement raison. La classe populaire, Pierre Ouzoulias, qui est aujourd'hui la classe moyenne. Le drame, c'est ça, c'est qu'il y a eu une vraie classe populaire. Il y a eu un prolétariat jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait la classe moyenne. Et aujourd'hui, la classe moyenne, c'est le phénomène des gilets jaunes. Elle est en train de se redevenir une classe populaire défavorisée. Mais bien sûr. Mais ce qui fait l'élection de Trump, c'est ça. C'est que la classe moyenne qui jusqu'à présent votait plutôt démocrate, d'un seul coup, elle a changé de bord, elle vote Trump, parce qu'elle se sent totalement déclassée. Elle vote Trump, elle vote Orban, elle vote Mélanie. Exactement, parce qu'elle se sent déclassée, parce qu'elle ne comprend plus. Alors les logiques dans lesquelles nous sommes, logique mondialisée, logique européenne, logique de métropolisation. Ma famille est originaire de la Haute-Corrèze. Je vois très bien ce que c'est que habiter la Haute-Corrèze aujourd'hui. Quand vous êtes loin de tout. Quand le premier hôpital c'est Clermont-Ferrand à 1 heure de voiture, quand l'université c'est Bordeaux, etc. Les gens qui vivent là ne sont pas des fascistes. Et surtout pas en Haute-Corrèze, avec ce qu'on a vécu. Mais ils ont le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, et qui sont les parias de la République. Donc il faut un discours de gauche qui les réintègre dans ce que j'appellerais le réenchantement de la République, une République qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui nous tient un discours, j'allais dire, bouleversant, de franchise et de sincérité. On a Chantal qui nous appelle de Bastia, on la prend dans 3 minutes, et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour vous voyez, c'est un sénateur qui répond aux questions, donc faut en profiter tout de suite. Il est 13h46, Perico Légas et Maud Koffler reçoivent Pierre Ouzoulias, sénateur original, libre penseur, franc-parleur des Hauts-de-Seine. Et nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Péligo. Je vous écoute. Bonjour Chantal. Monsieur le sénateur. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Je voudrais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village, Monsieur le sénateur. Chez les catholiques, les petites filles ne portaient pas le foulard. Chez les catholiques et chez les juifs et même chez les grecs et les romains, c'était les femmes mariées qui portaient le foulard et pas les petites filles. Ça, c'est un premier point. Et ça a toujours existé, le foulard, il a tout à fait raison. Deuxièmement, c'est vrai que c'est la France rurale qui est oubliée aujourd'hui, que ce soit au niveau des transports, de la santé et de l'éducation. Mais moi, je vous appelle pas pour ça. Je voulais vous dire que l'abstentionnisme est le premier parti de France aujourd'hui. Les gens ne votent plus. Moi, en 2024, c'est la première fois de ma vie où je ne suis pas allé voter pour les législatives. Parce que on en a un peu marre de toutes ces soupes, ce mélange, on se met ensemble pour battre contre le RN, contre ci, contre ça. Moi, j'aimerais voter pour quelque chose, pour un programme. Et je voudrais quand même remercier aussi le Parti communiste. Et je ne suis pas communiste, je le redis, parce que quand on voit les votes, parce que parler c'est bien, mais après il faut voir le concret. Le Parti communiste avait voté contre lors du congrès pour le traité de Lisbonne, c'est-à-dire que le Parti communiste avait suivi le référendum populaire. Oui, très bien. Et le Parti communiste, donc ça il faut quand même le dire. Et aussi, ils ont été ceux, au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont voté contre avec LFI, je ne suis pas LFI non plus, ont voté contre les accords bilatéraux, pour l'Ukraine, à savoir que si on devait être soumis à ce qui passait en Ukraine. Et pour ça, je voudrais remercier le Parti communiste pour ses positions, pour son courage. Après, ce que je reproche, à tous ces gens, c'est d'essayer de se mettre ensemble et nous, électeurs, électrices, on en a ras-le-bol. Défendez votre programme.
et on votera pour vous. Que ce soit le LR, le RN, les souverainistes qui n'ont pas beaucoup la parole malheureusement, ou tous les autres. Moi, vous savez, la droite, la gauche, je n'y crois plus depuis longtemps. Vous l'avez bien dit, maintenant on est dans un mondialiste. Donc moi, je suis souverainiste et j'espère qu'on pensera à la France, à nos paysans et à tous ceux qui se battent aujourd'hui et demain, aux gilets jaunes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet abstentionnisme qui est le premier parti de France? Message reçu, Chantal. Pierre Ouzoulias vous répond. Oui, c'est le symptôme de tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les gens ont du mal à se situer. Je pense que le macronisme a fait beaucoup de mal dans le sens où les gens ont pu estimer que finalement droite et gauche c'était plus des repères. Droite et gauche en France, c'est consubstantiel de ce que nous sommes depuis 1789. Il y a la gauche et il y a la droite, et je crois qu'il faut que de nouveau elle soit parfaitement identifiée. L'extrême centre macroniste, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, l'épisode est bouclé. Le bilan est douloureux. Le bilan est catastrophique. Donc il faut redonner des repères de gauche et de droite, ce qui ne veut pas dire que les deux camps sont dans l'incapacité totale de travailler ensemble. Au Sénat, je me retrouve de temps en temps avec mes collègues de droite pour défendre des choses que nous estimons tout à fait essentielles. Mais encore une fois, il y a des repères de gauche et des repères de droite. Et le problème de la gauche, c'est qu'elle n'a pas suffisamment marqué ce à quoi elle était profondément attachée. Et notamment une vision populaire de la France, une vision qui est liée au travail, à la dignité du travail. Il faut redonner sa dignité au travail. Des gens qui sont fiers de travailler pour gagner leur salaire et être indépendants, ça c'est quelque chose de noble. Malheureusement, on constate aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai, parce que des travailleurs pauvres, il y en a, alors là, ici, dans les Hauts-de-Seine, partout. Peut-être un peu moins ici qu'ailleurs. Mais malheureusement, il y en a partout des gens qui travaillent la journée et qui dorment la nuit dans leur voiture. Comment on peut accepter ça? Ça, c'est des choses, mais qui me rend furieux. On ne peut pas accepter ça. Pierre Ouzoulias, le wokisme est une évolution, une déviance de la gauche ou c'est pas de la gauche? Non, c'est pas de la gauche. Il peut y avoir quelques confusions, on est d'accord. Ah bien sûr, parce que certains d'entre eux se réclament de gauche, mais au cœur du message de gauche, il y a l'universalisme. C'est-à-dire que considérer que ce qui compte, c'est le progrès du genre humain dans son ensemble. Et le wokisme, c'est une forme de tribalisme. C'est-à-dire que on défend sa petite tribu, voilà, qu'on distingue bien parfaitement des autres, voilà, en considérant que ce qui compte, c'est d'abord le salut de sa petite tribu dans un grand tout qu'on ignore. Dans ce que veut la gauche, il y a un projet collectif d'émancipation humaine et qui est fondamental. Et alors, pendant longtemps, il s'est exprimé pour la classe ouvrière, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est pas prolétaires de tous les pays, de telle couleur, de telle religion, etc. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est toutes les personnes qui sont dans un rapport de production qui fait qu'ils sont soumis au capital. Voilà, c'est du marxisme de base. Je suis désolé, je vous le débite comme ça, mais c'est fondamental. C'est une définition qui. Et donc dans le wokisme, il n'y a plus ce projet collectif. Il n'y a plus rien. Ce qui compte, c'est la reconnaissance des individus pour eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui fait leur différence par rapport aux autres. Il n'y a plus d'universalisme. Alors pour autant, Pierre Ouzoulias, aujourd'hui on voit bien que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en particulier, a, j'allais dire, fait une forme de chasse électorale du côté de nos compatriotes et nos compatriotes musulmans, français bien entendu, en leur disant, vous êtes, à cause de la laïcité, vous êtes dénigrés, vous êtes mal aimés, vous êtes incompris. Venez chez nous à la France insoumise, on préservera vos droits, on respectera cet identitarisme et on vous laissera exercer votre culte au-delà de ce que les lois de la laïcité prévoient en 1905. C'est une position que vous condamnez, qui vous inquiète, vous en avez discuté avec eux plusieurs fois?
Discuter avec eux, c'est difficile. Mais ça en dit long déjà. Plusieurs choses. Que les Français de confession musulmane soient soumis à discrimination du fait de leur religion, oui. Qui sont nos compatriotes à part entière, il n'y a pas le moindre doute. Oui, ils sont soumis à la discrimination du fait de leur religion, c'est évident. C'est évident et je le regrette. Ensuite, le message républicain s'adresse à tout le monde, indépendamment de la religion, de la couleur de la peau et de votre origine. Ce que la République veut, c'est que vous accédiez pleinement à votre métier de citoyen, que vous pouvez exercer de façon totale, complète, sans aucune tutelle, ni religieuse, ni étatique. Et ça, là-dessus, c'est sans doute quelque chose qui nous distingue de la France insoumise. Par erreur d'interprétation, d'encourager le séparatisme. On est bien d'accord sur la limite qu'il ne faut pas franchir. Mais non, parce que là, c'était une personne de Corse qui nous parlait. Non, la République, elle est indivisible. On ne peut pas distinguer au sein de la République des communautés qui pourraient avoir des droits particuliers. Ça, c'est pas possible. En même temps, monsieur le sénateur, quand vous voyez un sondage comme celui paru, je crois, un sondage de l'IFOP sur les musulmans de France, plus de 30% des jeunes musulmans qui adhèrent à une idéologie radicale des frères musulmans, est-ce que vous ne dites pas quand même qu'on a raté quelque chose avec la communauté musulmane, parce qu'on parle de nos compatriotes musulmans, etc., qui sont discriminés, etc., toutes les religions le sont en France. Là, est-ce que vous ne dites pas quand même qu'on a raté un coche ? Ou qui considèrent que l'islam passe avant les lois de la République. C'est plus large que ça. Il y a un repli vers une forme d'identitarisme religieux qui ne concerne pas seulement les musulmans, les chrétiens aussi. On parle des musulmans. Je suis d'accord, mais moi je vous renvoie aux chrétiens, parce que j'oublie personne. Comme disait Coluche, il y en aura pour tout le monde. Quand vous regardez de l'autre côté des États-Unis, Vance a fait hier ou avant-hier une déclaration pour devenir futur président des États-Unis. Il se présente comme nationaliste chrétien. Oui. Il y a un retour vers l'affirmation religieuse qui me fait très peur. D'où qu'elle vienne. Des musulmans, vous avez raison, mais aussi des catholiques. Et avec la crèche d'Anières, je peux vous assurer que j'ai testé le dynamisme d'une frange, c'est pas tout le monde, du catholicisme qui considère que la laïcité c'est bien, mais pour les religions des autres. Et que la leur, elle doit être à part, parce que c'est la République est la fille aînée de l'Église, etc. Vous connaissez le discours. Tout à fait. Donc la laïcité, c'est pour toutes les autres, mais ma religion chrétienne, elle doit être reconnue, parce qu'elle est supérieure à toutes les autres. Voilà, ça, c'est un discours que j'entends de plus en plus, et qui m'est absolument impossible à entendre. Ça, c'est pas possible. Mais vous répondez pas tellement à la question. Est-ce qu'on a répondu ? Bah oui, mais si, je vous ai répondu. Mais parce que je pense que si les gens se réfugient dans leur religion, dans ce qu'ils ont de plus particulier, c'est que nous sommes dans l'incapacité de leur proposer un projet collectif d'émancipation. Et jusqu'à présent, c'était le projet républicain, en disant la République va vous apporter des droits qui va vous permettre de vivre comme les autres, d'une part, mais aussi de vous ouvrir l'esprit. C'est le but de l'école républicaine. L'école laïque, elle fait ça. C'est son objectif. Et ça, nous le faisons plus. Ferdinand Buisson disait en 1905, l'école de la République, elle doit former des républicains. Nous devons reformer des républicains. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. En tout cas, une mission auquel peut s'atteler le Parti communiste, renouvelé, rajeuni, qui pour vous est toujours d'actualité et qui a son mot à dire. Monsieur le sénateur, merci d'être venu aujourd'hui passer une heure avec nous. Je vous réinviterai parce que vous êtes archéologue. Je voudrais qu'un jour on consacre une émission aux racines romaines de la France républicaine, les pagus, les territoires. On est en train de les effacer. La réforme régionale a un peu tué tout ça. Et je suis sûr qu'en faisant un petit peu d'histoire, en remontant à cette époque, on retrouvera peut-être une certaine partie des fondements de ce qui fait la France unie, la France qu'on aime. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Joyeux Noël. Merci. Alors, et le Père Noël. Perico, bah oui. Le sénateur nous souhaite joyeux Noël, ça tombe bien. Le vainqueur du cadeau de Noël, d'aujourd'hui de la France dans tous ses états. Le cadeau du sapin de Noël de Sud Radio, c'est une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja.
Et le regagnant de cette qui avait donc c'est Joël. C'est Joël qui a envoyé sapin par SMS au 72018 et c'est Joël qui a gagné voilà, qui recevra un message de Sud Radio. Voilà, on n'a pas pu l'avoir en ligne, mais en tout cas il aura sa machine. Donc bravo Joël de nous écouter fidèlement, c'est ce qui vous a permis de remporter ce cadeau. Et donc chers auditeurs, si vous souhaitez vous aussi remporter des cadeaux jusqu'à mercredi si je ne m'abuse, écoutez Sud Radio toute la journée, tentez votre chance dans chaque émission. Très bonne journée à tous, bonne émission avec Brigitte Lahaye et à demain.